Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue que je fais ce soir avec une femme qui s'appelle Sylvie. Et Sylvie aujourd'hui a accepté de témoigner sur son histoire au sujet d'un trouble anxieux qui l'affecte. Et c'est un trouble anxieux qui s'appelle la tocophobie. Et avec elle, j'aimerais qu'on approfondisse le sujet, qu'on découvre qu'est-ce que c'est plus précisément la tocophobie, qu'elle nous parle de son histoire. Sylvie va témoigner sur son histoire en tant que tocophobe. Et on va parler aussi des gens qui s'intéressent à la tocophobie à travers le monde, qui l'étudient, de la tocophobie au Québec. Et enfin, on va essayer de voir des pistes de solutions avec Sylvie pour aider les tocophobes à mieux gérer ce trouble anxieux. Donc, c'est en fait le plan un peu de cette discussion que je vais avoir avec Sylvie aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bonjour Sylvie. Bonjour Catherine. Je suis vraiment touchée que tu aies toi-même fait la démarche vers moi pour me parler de ce sujet-là il y a déjà plusieurs mois. Sur ça, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques brièvement ce que c'est la tocophobie. Oui, alors je vais commencer par une description brève et puis à la fin, je pourrai élaborer un petit peu plus en détail. Alors la tocophobie, c'est la peur pathologique de la grossesse et de l'accouchement. Ce qui est important de dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la peur normale que pratiquement toutes les femmes enceintes peuvent ressentir quand elles sont enceintes. Ici, on parle vraiment d'une phobie spécifique, un trouble anxieux, au même titre que la peur des serpents, des araignées, de l'avion, des ascenseurs ou autres. Une phobie spécifique, ça peut se manifester dans un très large spectre d'intensité, de léger à modéré jusqu'à extrême. Je dirais qu'il y a autant de variantes possibles qu'il y a de personnes qui en souffrent. Quand la peur est extrême, comme c'est mon cas, elle nous rend dysfonctionnels dans notre vie quotidienne. Il y a deux sortes de tocophobie, la tocophobie primaire et la tocophobie secondaire. Mon cas est un cas de tocophobie primaire sans enfant. Il y a des femmes qui souffrent de tocophobie primaire, mais qui ont passé à travers une grossesse et un accouchement. Alors moi, je me situe vraiment dans la phobie spécifique extrême. Je n'ai jamais eu d'enfant et je n'ai jamais voulu en avoir. Juste avant de commencer à raconter mon histoire, je voudrais préciser que depuis un certain temps, il y a des chercheurs qui ont délaissé un petit peu le terme tocophobie et qui vont dire plutôt anxiété spécifique à la grossesse et peur de l'accouchement. Moi, j'adhère complètement à cette façon de nommer la chose parce que ça englobe vraiment toutes les femmes, peu importe le degré de peur qu'elles ont. Puis des fois, il y a des cas qui ne correspondent pas parfaitement à la phobie spécifique. Et alors, quand on dit anxiété spécifique à la grossesse, on peut dire que ça englobe vraiment tous les cas. Alors, je reviendrai à la fin, comme j'ai dit, pour détailler un petit peu plus qu'est-ce que c'est la tocophobie, les signes, les symptômes, les facteurs prédisposants, etc. La raison pour laquelle je veux partager mon histoire, c'est pour aider à faire comprendre ce que c'est et ce que ça signifie de vivre avec une phobie spécifique comme celle-là. J'ai passé 45 ans de ma vie à penser que j'étais la seule femme sur Terre à souffrir de cette peur-là et à ne pas oser en parler. Alors voilà, j'ai grandi dans un petit village de campagne dans les années 60-70. J'ai 58 ans aujourd'hui. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, ni de façon biologique, ni par adoption, ni d'aucune autre façon. Dès l'âge de 10 ans, j'étais catégorique sur ma décision. Je n'ai pas aimé ma propre vie d'enfant, puis une fois adulte,
je me suis tout le temps sentie très éloignée du monde des enfants. Il n'y avait aucun motif valable pour lequel j'aurais souhaité fonder une famille. Comment ça s'est manifesté pour moi, la tocophobie? Dès mon jeune âge, là, je dirais dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai eu des attaques de panique, juste en entendant des femmes parler de leur accouchement, sans même faire partie de la conversation. Le seul fait de voir des images ou de lire sur le sujet de la grossesse ou de l'accouchement, ça pouvait me causer une attaque de panique et un évanouissement. Pour moi, il y avait juste 2 issues possibles si je devenais enceinte et que j'accouchais un jour. C'est soit que je meure à l'accouchement ou soit que je devienne folle. Folle étant un mot un peu fourre-tout, là, mais pour moi, c'était les 2 seules issues. Si jamais j'avais le malheur de me retrouver dans cette situation-là, c'était mes 2 seuls choix, disons. Alors, évidemment que c'est pas reposant quand on envisage les choses comme ça. Les rares fois où j'avais osé aborder le sujet de ma peur avec d'autres femmes, leur réaction spontanée, ça a tout le temps été de commencer à me raconter leur grossesse et leur accouchement. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle à une nouvelle personne qui a déjà été enceinte et qui a accouché, c'est immédiatement la première chose qu'elle va faire. Est-ce que tu dirais que c'est la pire chose à faire ou... C'est pas en tout cas, c'est pas du tout conseillé de faire ça. Je le déconseille fortement parce que moi, ça m'a confirmé qu'il fallait pas que j'en parle, qu'il fallait plus que j'en parle. Parce que elle me disait aussi, ah oui, je te comprends, je sais ce que tu veux dire. Moi aussi, j'avais peur quand j'étais enceinte. Mais après que j'ai eu mon bébé dans les bras, là, c'était tout oublié puis c'était correct. Puis moi, j'avais juste envie de leur dire, tu comprends rien du tout. Moi, là, ce que je te parle, c'est une question de vie ou de mort. Tu comprends pas, c'est pas comme ce que tu as vécu. Et puis, j'avais jamais rencontré une femme qui avait la même peur que moi. Puis, j'ai jamais lu dans les livres non plus où on parlait de ça. Alors, je me sentais complètement toute seule, puis je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était tout ça, là. Ça, c'est pendant la majeure partie de ma vie que j'ai été comme ça. Évidemment, comme vous allez l'apprendre, j'ai fait un long chemin pour me sortir de ça. Et j'ai identifié très clairement les raisons qui m'ont amené à développer une phobie spécifique aussi extrême. En fait, même pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est logique et c'est évident dans ce que je vais vous dire maintenant. Les éléments, en tout cas, qui ont contribué à ma phobie, il y avait le fait que ma mère avait vécu 2 grossesses à terme d'enfants illégitimes, comme on disait, à la fin des années 30, début des années 40. Et elle avait eu aussi recours à l'avortement. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes beaucoup plus tard, parce que ça faisait partie des secrets de famille honteux sur lesquels elle avait décidé de tirer un trait et de ne jamais les révéler à mon frère ni à moi, tous 2 issus de son mariage légitime avec mon père. Alors, ça fait des secrets de famille très lourds. En 1959, elle est devenue enceinte de moi à 40 ans. Si on se reporte à l'époque, c'était considéré très vieux pour devenir enceinte. Et là, la famille puis l'entourage se sont mis à lui dire « Tu devrais avorter, tu vas avoir un enfant handicapé, ça n'a pas d'allure que tu sois enceinte à 40 ans. » Évidemment, la famille, eux autres, ils étaient au courant des secrets que moi et mon frère, on ne savait pas. Finalement, ma mère a décidé de ne pas avorter et elle a mené sa grossesse à terme, mais ça a été difficile. Elle a eu des nausées de grossesse pendant 9 mois
et elle m'a souvent dit qu'elle avait beaucoup de difficultés à manger et à dormir pendant ces 9 mois-là. Alors voilà, l'accouchement a lieu, tout semble normal. Et moi, je grandis au fil des années. Mais ma mère, avec son passé très lourd par rapport à la grossesse et à l'accouchement, ça faisait que sa plus grande crainte, c'était que moi, je passe par les mêmes expériences de vie qu'elle, puisque j'étais une fille. Il n'y avait pas de problème pour mon frère, c'était un garçon, alors elle n'avait aucune inquiétude par rapport à mon frère. Et sa façon de me protéger, ça a été de me raconter dès mon jeune âge des histoires effrayantes au sujet de la grossesse et de l'accouchement, toujours des histoires vraies, bien sûr. Ça pouvait concerner autant ses accouchements à elle que des histoires de d'autres personnes. Le hasard a fait que ce que je raconte là, c'est pas mal tout entre l'âge de 10 et 12 ans que ça s'est déroulé. Le hasard a fait que des événements graves et traumatisants sont effectivement arrivés à des femmes enceintes qui vivaient dans notre entourage. Par exemple, ma mère me parlait du cas d'une voisine qui avait accouché en même temps qu'elle à l'hôpital et qui était morte à son accouchement. La dame avait fait de l'éclampsie, je crois, puis elle était morte à son accouchement. Alors, ma mère me racontait ça périodiquement. Et dans un autre événement grave qui est arrivé, c'est une femme qui habitait pas très loin de chez nous, qui a eu un problème à l'accouchement puis qui est restée avec un handicap à vie, un handicap grave pour le reste de ses jours. Je dirais que tous les éléments étaient en place pour que je développe une phobie spécifique sévère. C'est comme si le gros nuage de la tocophobie était au-dessus de ma tête avant ma naissance. C'était quasiment pas possible d'y échapper dans un tel contexte. Et puis, on sait que les phobies spécifiques, ça a tendance à se développer à l'adolescence, disons l'enfance ou l'adolescence. Alors, toujours entre l'âge de 10 et 12 ans, j'ai aussi développé une phobie intense des serpents, suivie quelques années plus tard par la phobie du vomi, ce qu'on appelle hémétophobie, la phobie du vomi dans toutes ses variantes possibles. C'est quand on pense aux nausées de grossesse de ma mère pendant 9 mois, c'est difficile de ne pas voir peut-être un lien avec ça. Une autre raison qui a contribué, selon moi, au développement de ma phobie, c'est que c'est ce que je reconnais aujourd'hui comme étant le refus de la féminité. Et je m'explique. J'ai eu mes premières menstruations vers l'âge de 12 ans, ce qui était parfaitement normal à l'époque. Ma mère m'avait expliqué, selon ses connaissances, qu'est-ce qu'il en était. Mais moi, je ressentais des émotions très confuses par rapport à ça. J'étais prise entre la fierté de devenir grande, puis le danger théorique de pouvoir être enceinte, étant donné toutes les mises en garde que maman me faisait par rapport à la grossesse et l'accouchement. Alors, c'était pas un événement heureux pour moi là, de commencer à être menstruée parce que j'étais très, très tourmentée par rapport à ça. Je trouvais que c'était une nouvelle fonction de mon corps qui était inconfortable et embarrassante. Je me disais que c'était bien plus facile pour les garçons. Il n'y avait pas à penser à rien de ça, eux autres. Puis je disais, pourquoi j'ai des crampes si douloureuses si c'est une fonction naturelle du corps? Il y avait comme un grand mur d'incompréhension puis d'impuissance par rapport à ça. Et quand j'ai quitté la maison familiale à 17 ans pour aller travailler dans la grande ville, mes règles se sont arrêtées. 6 mois après que les règles se soient arrêtées, j'ai consulté un médecin qui n'a rien trouvé d'anormal côté physique.
J'avais 17 ans, il faut bien se rendre compte de ça. Il m'a prescrit un médicament pour créer périodiquement un saignement de retrait. Parce que le médecin m'avait dit, c'est très important que tu t'organises pour avoir des menstruations relativement normales parce que tu pourrais t'occasionner un cancer ou je sais pas quoi d'autre. J'ai vécu exactement la même chose de ce côté-là. C'est pour ça qu'on m'a prescrit la pilule. C'est ça. Oui. Il fallait attendre 50 jours sans menstruation. C'est ça. Et au 50e jour, je prenais le médicament pendant un certain nombre de jours. Puis après ça, ça faisait un sevrage, donc une menstruation artificielle. Voilà. J'ai eu recours à ce médicament-là de l'âge de 17 à 40 ans. Pendant toutes ces années-là, j'ai vécu avec la panoplie de symptômes prémenstruels de façon presque continuelle. Je les avais en alternance. J'avais pratiquement tout le temps des symptômes. Toujours comme sur le point d'être menstruée, mais ça n'arrive pas. Alors, c'était pas agréable, ça non plus. J'ai été suivie en gynécologie pendant plusieurs années, puis vers l'âge de 23 ans, ça c'était en 1983, j'avais demandé au gynécologue si je pourrais me faire stériliser de façon permanente. Parce que ça, c'est une solution que les femmes tocophobes qui ne veulent pas d'enfants pensent. Elles croient que ça pourrait être la clé, la solution à leur problème. C'est pas vrai du tout, c'est pas la solution. Et le médecin m'avait dit, étant donné votre jeune âge, là, c'est pas dans la pratique habituelle de faire une ligature des trompes. Faudrait que vous ayez des raisons là, très, très, très exceptionnelles. Mais il ne m'a jamais demandé pourquoi je voulais subir cette opération-là à 23 ans. Puis moi, j'avais trop honte d'aborder le sujet avec lui. On n'entendait jamais parler de ça. La peur que j'avais, alors j'étais pas capable d'en parler avec le médecin. Pourtant, il aurait suffi qu'il me pose la question, pourquoi vous voulez vous faire stériliser si jeune que ça? Et je suis sûre que ça aurait ouvert la conversation, j'y en aurais parlé, mais c'est pas arrivé. Là, je fais un saut dans le temps jusqu'en 1994. J'ai 35 ans en 1994. 5 mois après avoir subi une agression physique dans le métro, je fais soudainement une énorme crise de panique. Je me sens brisée en 1000 morceaux. C'est la pire attaque de panique que j'ai eue de toute ma vie. Je consulte un psychologue en urgence le lendemain et je reçois un verdict d'état de stress post-traumatique. Là, il y a une panoplie de symptômes anxieux qui sont apparus et j'ai entrepris tout de suite un suivi médical et une thérapie avec une psychologue. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à mettre des mots et des explications sur des peurs et des malaises physiques qui remontaient à l'enfance. Au fond, j'avais des troubles anxieux depuis toujours, mais je savais même pas que j'avais ça. Je savais pas ce que c'était, les troubles anxieux. Je savais rien, je connaissais rien de tout ça parce que personne ne m'avait jamais parlé de ça auparavant. Je peux même dire aujourd'hui que l'agression armée que j'ai subie dans le métro, ça a été un mal pour un bien. Je suis capable de dire ça aujourd'hui. Ça m'a permis de faire des changements importants et de comprendre plein de choses que je ne comprenais pas jusqu'à l'âge de 35 ans. Après quelques mois de thérapie avec la psychologue, j'ai décidé de changer de thérapeute pour entreprendre une thérapie cognitivo-comportementale parce que j'avais lu que c'était l'une des approches reconnues comme étant très efficace pour traiter les phobies. Il faut dire que dès que j'ai eu le diagnostic de stress post-traumatique, j'ai commencé à me renseigner et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet, sur les troubles anxieux, pour comprendre. J'ai toujours eu besoin de comprendre les choses et
c'est de là que j'en ai déduit que je devrais entreprendre une thérapie cognitivo-comportementale. Alors, j'ai suivi effectivement cette thérapie-là pendant 2 ans. Ça a donné d'excellents résultats. J'ai travaillé très fort, j'ai suivi les instructions à la lettre, j'ai fait les exercices parce que c'est une thérapie très concrète qui nous demande de nous désensibiliser. On a des devoirs à faire. J'ai vraiment, vraiment fait mes devoirs. J'avais une longue liste de peurs à régler et je les ai pas réglés à 100%, là. Il y en a que j'ai laissé de côté parce que la liste était déjà très longue, mais tout ce que j'ai fait pendant la thérapie, ça fait partie de ce que j'appelle mon coffre d'outils maintenant, ma boîte à outils, et ça a été une des choses les plus bénéfiques que j'ai faites dans ma vie. Puisque je savais que je voulais pas avoir d'enfant, là, à cette époque-là, j'avais 35 ans, à peu près 35-36 ans. Je dis à la psychologue, ben, étant donné que je sais que j'en aurai pas d'enfant, je vois pas pourquoi, dans la thérapie, j'irais jusqu'à vouloir affronter une grossesse puis un accouchement, même en image. Et elle était d'accord. Mais il faut dire qu'elle et moi, on n'avait jamais entendu parler de tocophobie à ce moment-là. Et elle n'avait jamais vu une patiente avec cette peur-là non plus. Wow. Mais la thérapie fonctionne vraiment. La thérapie cognitive comportementale, ça fait ses preuves. Donc, que tu connaisses le terme ou pas de ta phobie, ça fonctionne quand même. Mais l'erreur qu'on a faite, et je le sais aujourd'hui, c'est parce qu'on a appliqué un raisonnement logique à une phobie qui est par définition quelque chose d'irrationnel. C'était logique de dire, OK, ton objectif dans la thérapie, ce ne sera pas de devenir enceinte et d'accoucher, mais ça aurait dû quand même être mon objectif de traitement pour me débarrasser complètement de ma peur, parce que les facteurs déclenchants sont omniprésents dans la vie quotidienne. Par exemple, voir des femmes enceintes, des bébés naissants, être menstrué est un facteur qui titille la phobie. Regarder un film ou une émission de télévision, puis tout à coup se retrouver devant une scène d'accouchement sans que tu t'y attendes, c'est toutes des situations banales de la vie quotidienne, mais qui nous confrontent continuellement. Donc, pour cette raison-là, je pense que j'aurais dû m'attaquer encore plus à cette phobie-là quand j'ai fait la thérapie comportementale. Mais il reste que les résultats que j'ai eus m'ont permis d'accéder à une belle qualité de vie et un excellent contrôle de l'anxiété. J'ai décidé à ce moment-là que j'arrêtais de faire des lectures puis des recherches sur les troubles anxieux puis la santé mentale, puis que j'allais dorénavant vivre ma vie normalement avec une anxiété bien maîtrisée. Je trouvais que j'avais accumulé un assez bon bagage de connaissances théoriques et pratiques que j'avais fait ma part, là. Je voulais comme juste vivre normalement. Je dois dire qu'à partir de l'âge de 40 ans, j'ai dû me résoudre à prendre des antidépresseurs pour éviter de justesse un deuxième épisode de dépression. J'avais refusé catégoriquement d'en prendre jusque-là. Même pendant mon stress post-traumatique, le médecin me disait que je devrais prendre des antidépresseurs, mais ça faisait partie d'une de mes peurs. J'avais peur de ce genre de médicaments-là. Je ne voulais pas en prendre. Mais à 40 ans, je suis allée voir le médecin en urgence et j'ai dit, OK, je suis prête, donnez-moi-les. Je suis au bord du précipice. Je sens que je vais glisser dans la dépression. Et il y a un bonus inespéré qui m'attendait avec la prise de cette médication-là. Le retour parfaitement normal des menstruations.
Alors, que quelqu'un me dise qu'il n'y a pas un lien là, entre l'aménorrhée que j'ai eue toute ma vie et la phobie spécifique et le refus de la féminité, ben moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas un lien entre tout ça. Alors, j'ai eu des règles normales jusqu'à ma ménopause, sans problème. Incroyable. C'est absolument extraordinaire. Je fais un autre saut dans le temps jusqu'en novembre 2015. Novembre 2015, c'est la révélation. J'en avais eu d'autres avant, mais là, c'était la révélation. Au hasard d'une recherche sur Internet, j'étais en train de travailler sur un sujet qui avait absolument rien à voir avec les phobies. Tout à coup, je tombe sur un article de journal qui attire mon attention. Je traduis le titre parce que c'était un article en anglais. Ça disait « Un ventre à peine arrondi était suffisant pour me faire hyperventiler ». Alors évidemment que ce titre-là m'a parlé immédiatement. Je suis allée lire qu'est-ce que c'était. Une Australienne raconte qu'elle vient de donner naissance à son premier enfant après avoir surmonté sa tocophobie. C'est la première fois de ma vie que je vois le terme tocophobie. Rendu au milieu de l'article, je dois arrêter de lire parce que là, je suis assaillie par une énorme attaque de panique. Et je sens que je vais perdre connaissance si je ne me mets pas une serviette d'eau froide dans le visage de toute urgence. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis occupée de mon attaque de panique. Ça m'a bouleversée pour le reste de la journée. Le lendemain, je retourne lire l'article. Et là, je comprends que je viens de mettre le doigt sur le mot-clé et l'explication de la peur qui m'habite depuis l'âge de 10 ans. C'était vraiment toute une révélation. J'ai ressenti un grand soulagement juste de savoir que j'étais pas la seule sur la Terre, puis que c'était même un problème documenté. Probablement que si je m'étais renseignée un petit peu plus tôt, je l'aurais trouvé. Mais comme j'ai dit, moi, quand j'ai fini ma thérapie comportementale, j'ai dit, c'est terminé, je passe à autre chose. Mais j'ai probablement retardé de nombreuses années la découverte du morceau qui me manquait. C'était vraiment comme trouver un morceau de casse-tête dans ton histoire personnelle que tu as cherché toute ta vie et qu'il n'y a aucun des professionnels de la santé que j'ai consulté dans ma vie qui ne m'a jamais parlé de ça. C'est quelque chose. C'est vraiment touchant. Vraiment. C'est quelque chose. Alors, depuis novembre 2015, j'ai pas perdu de temps. Là, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et dans les bibliothèques universitaires, dans les bases de données. J'ai réseauté avec plein de personnes qui s'intéressent à la tocophobie, surtout à l'extérieur du Canada. J'ai ouvert un compte Twitter pour informer et sensibiliser à cette condition qui est encore tellement ignorée. Ignorée par le public, mais aussi ignorée par toute la communauté médicale. Même les gens qui travaillent en périnatalité, il y en a je ne sais pas si je peux dire la majorité, mais certainement un très grand nombre ne connaissent pas ce que c'est. Parmi les risques associés à la tocophobie, on retrouve la difficulté d'établir un lien d'attachement mère-enfant. Ça, c'est documenté parfaitement. C'est dans tous les articles qu'on peut trouver sur le sujet. Ça fait partie des risques. Alors, moi, j'ai compris enfin pourquoi il n'y avait pas eu de lien d'affection entre ma mère et moi. Quand ma mère est décédée subitement, j'ai pas eu de peine ou de deuil. J'ai jamais passé de deuil par rapport au décès de ma mère.
j'ai juste ressenti un immense soulagement. Et c'est juste en novembre 2015 que j'ai compris qu'il n'y avait pas eu de lien d'affection entre ma mère et moi, puis ça s'appelle le lien d'attachement. Avec le recul, je pense que ma mère souffrait probablement de tocophobie primaire ou secondaire, ou peut-être même des deux types. Chose certaine, avec les connaissances que j'ai et ce que je sais de ma mère, je peux affirmer qu'elle souffrait de troubles anxieux et de dépression chronique et qu'elle n'a jamais reçu les soins requis par son état. Puis de toute façon, si on se reporte dans les années 60-70, puis avant, la médecine n'avait pas grand-chose à offrir aux personnes aux prises avec ce genre de problèmes de santé mentale. Les médicaments de l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ma mère avait aussi peur des médicaments. Peut-être que j'ai attrapé ça d'elle légalement, mais elle a refusé de prendre les médicaments qu'on aurait pu lui offrir à l'époque. Alors, elle a passé, je dirais, sa vie à souffrir atrocement de ces troubles anxieux et de la dépression chronique. Ça s'est manifesté de toutes sortes de façons. Ça a eu des impacts sur notre famille, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je le comprends. Alors, une dernière étape que j'ai décidé de franchir dans mon parcours pour surmonter la tocophobie, parce que là, on peut comprendre que en faisant plein de recherches comme je l'ai fait sur la tocophobie, ça venait me chercher beaucoup d'énergie. Parce que je me trouvais à baigner dans le sujet à chaque jour et pour me renseigner, il fallait que je fasse ça. Alors, j'ai vu qu'à ce moment-là, j'avais encore un reste de cette phobie-là qui me dérangeait. En mai 2017, j'ai décidé de consulter une thérapeute certifiée dans la technique d'intégration par les mouvements oculaires. Ça s'appelle IMO et ça ressemble beaucoup à la technique EMDR qui est beaucoup plus connue. Oui, je la connais. Oui, la technique EMDR, ça fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. C'est reconnu comme étant efficace, dont dans le traitement des phobies. La technique que j'ai faite, moi, elle n'a pas fait encore l'objet d'autant de recherches, mais je pense que c'est juste une question de temps avant que ce soit reconnu aussi bon. De toute façon, une amie m'en avait parlé, que cette approche-là était bien, et puis moi, je voulais l'expérimenter pour en finir avec la tocophobie et pouvoir parler en connaissance de cause de cette technique-là. Alors, c'est fait. Depuis mon traitement, j'ai eu l'occasion d'être confrontée à des situations qui autrefois auraient généré beaucoup d'anxiété. Mais là, je vois que les choses ont changé parce que je ne ressens plus la charge émotive qui était rattachée au facteur déclenchant. Maintenant, je suis capable de regarder cette phobie-là avec une distance dont j'étais incapable auparavant. Alors, ça a vraiment fait une différence. Dans les facteurs qui ont contribué à développer ma phobie spécifique, j'ai oublié de mentionner que j'avais regardé à un moment donné un film sur l'accouchement à la télévision. Et ça, c'est quand j'étais plus jeune. Et ça m'avait fait faire une grosse attaque de panique. Et depuis ce temps-là, ça avait resté comme... c'est comme un espèce de trauma qui était resté dans mon cerveau. J'avais tout le temps gardé une scène de ce documentaire-là dans ma tête et ironiquement, je me suis servi de cette scène-là quand on a fait la technique d'intégration par les mouvements oculaires. J'ai utilisé la scène qui était gravée dans ma mémoire pour faire le traitement. Alors voilà, c'est ça mon histoire. Je ne sais pas si tu as des questions plus précises à me demander. Bien, la première chose que je veux te dire, c'est bravo
Bravo de témoigner avec autant de détails, avec autant sans pudeur. Je te lève mon chapeau, vraiment. Je pense que ça va aider certainement les femmes de voir une autre femme qui est tocophobe, qui témoigne dans les plus intimes détails de l'expérience qu'elle a vécue et aussi de comment on peut arriver à gérer ça, à dépasser et à traiter ce trouble anxieux. Honnêtement, non, j'ai pas de questions parce que ta description est tellement claire et détaillée. J'aurais envie de te proposer qu'on fasse une pause et Oui. qu'on revienne ensemble pour la deuxième partie de notre entrevue. Alors, on se reparle dans quelques minutes.